Bonsoir, vous connaissiez le logiciel de triche anti-pollution de Volkswagen. Connaissez-vous le logiciel anti-fraude de la caisse enregistreuse? Oui, il permet de faire disparaître une partie des bénéfices, donc de ne pas payer la TVA. Mais le gouvernement veut sévir, il veut contraindre les commerçants à s'équiper d'ici 2 ans d'un système sécurisé. Parce que la lutte contre la fraude de la TVA, c'est le combat de Bercy en 2015. À la fois contre les coiffeurs, les restaurateurs, les cafés, ce ne sont que quelques exemples, mais aussi le e-commerce, les e-commerçants. Alors justement, comment les fraudeurs à la TVA vont-ils devoir passer à la caisse? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, la fraude à la TVA, ça va nous occuper jusqu'à 20h. On est en direct comme tous les soirs sur BFM Business, bien sûr. Et puis de 20h à 20h30, on verra bien comment YouTube peut-être va devenir une chaîne de télé comme les autres, se professionnalise. Il y a eu beaucoup d'actualités aujourd'hui. On vous en parlera évidemment avec nos spécialistes, nos décodeurs. Allez, jusqu'à 20h, la fraude à la TVA, c'est l'affaire de Charles Prats, qui est magistrat, qui est avec nous, spécialiste notamment de la fraude, la lutte contre la fraude bien entendu. Patrick Coquidet, éditorialiste économique à BFM Business. Marc Lolivier, le délégué général de la FEVA, c'est-à-dire le e-commerce, secteur qui pèse lourd en France, presque 60 milliards d'euros, 160 000 sites marchands. Et puis un restaurateur, j'allais dire en dur cette fois, on n'est pas dans le e-commerce, c'est Alain Fontaine, patron du restaurant Le Mesturet. Il est aussi président de la commission des maîtres restaurateurs du syndicat professionnel, le Silorca. Alors, imaginez un instant, allez, Michel Sapin, Christian Eckert, qui font en quelque sorte une descente de police ce matin dans un restaurant parisien pour vérifier que la caisse enregistreuse, elle est bien conforme. Reportage sur place pour BFM Business de Juliane Antoine. 5e arrondissement de Paris ce matin. Il est près de 10h lorsque Michel Sapin se rend dans le restaurant Le Prévert pour une démonstration antifraude à la TVA. Sa cible, les logiciels frauduleux sur les caisses enregistreuses. Nous proposons dans la loi de finances pour 2016 des dispositions qui encouragent et même contraignent à la mise en œuvre dans tous les commerces concernés de logiciels qui sont certifiés comme étant propres. Le restaurateur visité n'a rien à se reprocher. Sa caisse est certifiée NF. Christian Coquidet, éditeur de logiciels, l'a mise à jour il y a quelques mois. Démonstration avec la facture d'un café crème. Si je suis un employé ou un commerçant qui veut frauder, je vais peut-être dire, plutôt que de faire à nouveau un ticket de mon café, je vais faire un duplicata de mon café pour essayer de le vendre à quelqu'un d'autre. Là, on voit clairement qu'il est indiqué duplicata, que c'est tracé, ça apparaît sur le journal des alertes. Ceux qui refuseront de se mettre aux normes NF risquent gros, prévient Vincent Mazoric, directeur général adjoint des finances publiques. Une amende de 5 000 € et l'injonction de se mettre en règle dans les 60 jours. Une fois cette mesure votée, 600 000 points de vente devront s'équiper d'ici 2018. Voilà le reportage de Juliane Antoine pour BFM Business. Monsieur Charles Prats, magistrat, il faut nous expliquer, parce que des cas comme ça, vous en avez vu bien sûr. C'est quoi la fraude à la caisse enregistreuse? Racontez-nous. Alors, ça ne concerne pas d'ailleurs que les restaurateurs. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle... Et en effet, ne jetons pas l'opprobre sur ce métier fort sympathique que sont les restaurateurs. Ça concerne d'autres métiers, on le verra. Allez-y Charles. En fait, c'est ce qu'on appelle les logiciels permissifs. C'est le petit nom qui est donné à ce type de logiciel dans le commerce. Ça s'est vu beaucoup en pharmacie, d'ailleurs, de mémoire historiquement. Les premières grosses affaires sur des logiciels permissifs ont été faites sur des pharmaciens, mais c'est des logiciels qui sont effectivement répandus dans tous les commerces qui ont des caisses enregistreuses entre guillemets, et c'est tout simplement des logiciels qui permettent d'éditer une double comptabilité. Une comptabilité officielle qui va être transmise au comptable, qui va faire l'objet des déclarations fiscales avec les déclarations de chiffre d'affaires, le paiement de la TVA, etc. Et de l'autre côté, la possibilité d'escamoter comptablement
les paiements en espèces du commerce. Voilà. Et donc ça permet d'alimenter le travail au noir du commerçant. Mais c'est quelque chose qui est connu depuis des années. Sans vous dire de bêtises, je pense que les premières grosses opérations qui avaient été lancées, ça remonte à 2009-2010, justement avec la découverte de ces logiciels permissifs dans le sud de la France, chez les pharmaciens. Et donc c'est un sujet qui était connu de Bercy depuis très longtemps. Et maintenant, effectivement, si dans le cadre de la loi de finances, on impose d'avoir des logiciels certifiés, en fait un petit peu verrouillés, c'est quelque chose qui est relativement logique pour lutter contre le travail au noir et la fraude à la TVA. C'est répandu, Charles Praz, vous nous direz aussi Alain Fontaine. Ah oui, c'est très répandu comme logiciel. Oui, c'est répandu. Quand on dit c'est répandu, c'est quoi? C'est un commerçant sur combien qui a ce type de babiole sur sa caisse? Ça, après, il faut regarder, il faudrait éventuellement aller faire des contrôles chez tous les commerçants, tous les restaurateurs, tous les cafetiers, tous les pharmaciens, toutes les personnes qui ont des caisses enregistreuses. Mais c'était des choses qui étaient très répandues, notamment chez les pharmaciens, c'était très 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 répandu au moment où l'affaire a commencé à sortir. Alors ça avait été un peu médiatisé il y a quelques années, mais finalement pas trop, puisque les pharmaciens n'ont pas été véritablement tous poursuivis en justice au pénal. Les choses se sont traitées par la voie du contrôle fiscal administratif. Alain Fontaine, représentant restaurateur, mais représentant du syndicat professionnel, le Synorca, c'est une pratique que vous connaissez? Je dis que vous connaissez, je ne vous demande pas si vous l'utilisez, c'est pas ici que je vais le dire, bien entendu, mais est-ce que c'est quelque chose, voilà, qui est connu, tout simplement, voilà? Alors c'est quelque chose dont on entend parler dans la presse et un peu partout. Nous, au syndicat, on n'entend pas parler. Vous entendez pas? Non, au syndicat, ce n'est pas un sujet d'actualité du tout. C'est-à-dire que c'est peut-être pas un sujet d'actualité parce que c'est quelque chose qui est courant maintenant depuis des années. C'est quelque chose qui est connu de tous les commerçants, et c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, de ne pas mettre les restaurateurs et les cafetières d'avant, mais c'est quelque chose de connu, mais ça n'en fait pas, on a bien d'autres problèmes que cela. Pour nous, c'est pas un problème d'actualité, et c'est très dommage, je précise, que comme par hasard, on va dire, le ministre des Finances se soit rendu dans un restaurant. Je pense qu'on a assez de reportages à charge entre toutes les émissions qu'il y a, et puis aussi les problèmes d'accessibilité qu'on a, les allergènes et tout ça, pour pas en rajouter encore et nous faire passer un peu quand même pour des voyous. Oui, nous ne sommes pas. Bon, franchement, vous entendez parler de ce logiciel uniquement dans la presse, franchement? Franchement, oui. Ouais. Franchement, oui. Bon, très bien. Non, mais je suis... Je vous crois. Bon. Non, franchement, oui. Je vous posais la question. Patrick Coquillet, juste, je cite des chiffres de la principale association de constructeurs de systèmes d'encaissement qui s'appelle l'ACEDIS, qui nous dit qu'il y a près de 400 milliards d'euros de marchandises qui sont vendues chaque année par le biais de machines d'enregistrement, les caisses enregistreuses. Le paiement en espèces, ça représente 15 à 20% des paiements. Et si on évalue à 10% les sommes que les commerçants font disparaître, voilà, ça représente à peu près 3 milliards d'euros. Est-ce que ça vous semble une bonne estimation? Qu'est-ce que ça pèse là? J'en sais rien parce que j'ai regardé tout à l'heure le projet de loi le projet de loi de finances dans lequel la mesure est inscrite, et le gouvernement n'a pas noté, si vous voulez, les revenus espérés de la mesure. Donc toutes les mesures sont impact, il y a une étude d'impact, et là il n'y a rien. Il y a rien. Dans toutes les autres mesures, il y a une étude d'impact avec les sommes que le gouvernement espère. Alors, la somme que vous donnez, c'est peut-être ça. Mais plus généralement, effectivement, il n'y a pas que les restaurateurs qui sont dans le viseur. Comme vous l'avez rappelé au début, il y a une stratégie de lutte contre la fraude à la TVA. Et c'est pas d'aujourd'hui. On a l'impression que c'est le combat de 2015 quand même. Oui, ça a commencé fin 2014. Ouais. Dans une loi de finances rectificative, Michel Sapin, effectivement, a fait voter un certain nombre de mesures, y compris la création d'une cellule de lutte contre la TVA à Bercy, qui comporte des gens de Tracfin, le service de renseignement de Bercy, des policiers, des douaniers et des inspecteurs des impôts, évidemment. Et puis, la mesure d'aujourd'hui, c'est un petit peu l'aboutissement. Mais on reviendra peut-être sur d'autres types de fraude à la TVA. C'est vrai, on est dans une fraude stratégie globale. Alors, un chiffre, évidemment, donner le chiffre de la fraude fiscale, c'est par définition impossible, mais on considère que c'est entre 50 et 70 milliards, et sur ces 50 ou 70 milliards, la fraude à la TVA, ce serait entre 10 et 15.
Oui, c'est quand même quelque chose de très important. On va juste le rappeler. Hein. Vous n'avez pas l'air d'accord. Charles Prats, il dit plus. Simplement, Charles Prats, vous allez répondre, mais simplement, on va rappeler, parce que ça, c'est un impôt qu'on paye tous les jours, bien entendu. C'est le plus lourd des impôts. Hein. La TVA, c'est 2 fois plus que l'impôt sur le revenu. L'an dernier, évidemment, on n'a pas les chiffres de 2015, mais en 2014, c'était 138 milliards d'euros. 2 milliards de plus, c'est le principal impôt en France. Oui, vous avez l'impression que Patrick Coquillet minorait un peu l'ampleur de la fraude à la TVA? Voilà, pour vos auditeurs, je les invite à faire une petite gymnastique sur Google assez amusante et d'aller rechercher les études de la Commission européenne sur ce qu'on appelle le tax gap TVA. Parce que le dernier chiffre de 14 milliards d'euros qui est sorti, c'est le chiffre publié par l'Union européenne sur l'étude du différentiel attendu entre la TVA qu'on devrait percevoir et celle qu'on perçoit réellement, est à 14 milliards d'euros. La même étude de la Commission européenne l'année dernière chiffrait pour la France ce tax gap, cette fraude TVA à 25 milliards d'euros, et l'étude quelques mois auparavant c'était 32 milliards d'euros. Donc vous vous rendez compte que certaines personnes disent peut-être qu'il y a eu des pressions ou des négociations sur la communication autour de la fraude à la TVA, mais on est passé très rapidement, en l'espace d'un an ou deux, de 32 milliards d'euros de fraude TVA estimée par l'Union européenne en France à simplement 14 milliards aujourd'hui d'affichés, ce qui est déjà énorme. Alors, je ne sais rien, c'est toujours un sentiment, mais c'est quoi? Mon sentiment, c'est qu'on est plus proche des 30 milliards que des 14, bien évidemment. Puisque le chiffre de la fraude fiscale est estimé à 80 milliards d'euros. Alors c'est un chiffre qui était donné par le syndicat des impôts, mais c'est un chiffre qui a été revalidé par le ministère de l'Intérieur, par la direction centrale de la police judiciaire dans son rapport du CIRASCO l'année dernière. Et donc globalement, si on a une trentaine de milliards d'euros de fraude à la TVA, plus tout le reste, c'est vrai qu'on n'est pas très loin des 80 milliards, mais quoi qu'il en soit, on est à des sommes très importantes. Ouais. Que j'invite à rapprocher du montant du déficit budgétaire ou des montants des déficits sociaux. Parce que voilà, la question elle est là. Maintenant, on a des niveaux de fraude aux finances publiques qui sont supérieurs au montant des déficits. Un déficit d'environ 75 milliards, c'est ça, Patrick? Un petit peu moins, hein. Il va baisser, on sera à 72 milliards. 72, pardon, oui. Effectivement, c'est la même chose. Simplement, on ne pourra jamais récupérer 80 milliards de fraude fiscale. On en récupère à peu près 20 milliards par an. Ça, ce sera le vrai sujet, c'est comment faire en sorte de détecter les fraudes, mais surtout d'éviter que l'argent parte. Alors justement, ça c'est intéressant. On va parler dans un instant du e-commerce avec Marc Lolivier, mais simplement je voudrais qu'on reste sur cette fameuse fraude à la caisse enregistreuse, objet de la visite donc des deux ministres, Michel Sapin et Christian Eckert, hein, vous les avez vus tout à l'heure. Comment les services d'enquête, vous, Charles Prats, et vous êtes magistrat, et comment vous travaillez donc avec les polices, la douane, les services fiscaux, justement pour repérer, traquer la fraude? C'est facile ou pas? Non, c'est facile. Ça dépend selon quelle procédure vous travaillez. Si vous travaillez en procédure fiscale classique, la Cour des comptes a fait une étude, les services fiscaux interviennent 18 mois après le début de la fraude. Voilà. Donc quand vous êtes en phase d'escroquerie organisée, autant vous dire que l'argent est parti depuis belle lurette. C'est le cas de l'affaire Blue Next. On voit plus les sous, c'est fini, et l'État n'a plus que ses yeux pour pleurer. De temps en temps, on attrape des lampistes, et voilà, qui sont punis pénalement, mais on récupère pas l'argent. Si vous inversez le paradigme, c'est-à-dire que si vous passez en judiciaire d'abord, comme l'ont fait les Belges. Les Belges ont démontré comment on pouvait lutter contre la fraude à la TVA. Et que vous allez chercher les gens en association de malfaiteurs, c'est-à-dire que vous les interpellez sur les éléments préparatoires de l'infraction, à ce moment-là, vous allez bloquer la fraude avant qu'elle n'intervienne, donc vous allez éviter à l'argent de partir. Les Belges l'ont fait comment? Ils ont mis au point un logiciel de détection précoce des transactions suspectes sur les escroqueries TVA. Ils ont créé un service qui s'appelle OCDFO, qui est un service à la fois de police judiciaire et d'agents des impôts, placé auprès de la justice financière belge, et eux ils détectent à 15 jours maximum les transactions suspectes, et ils interviennent au bout de 15 jours. Mais en judiciaire, c'est-à-dire en arrêtant les gens, en passant les menottes, c'est quasiment du flagrant délit. Et donc, qu'ont fait les fraudeurs? Ils se sont dit, en Belgique, la météo n'est plus bonne pour nous. Ils sont partis de Belgique, ils sont allés ailleurs. Donc la Belgique a éradiqué le problème. En France, on peut tout à fait le faire. Il suffit de mettre en place un logiciel identique. D'ailleurs, les Belges nous avaient proposé de nous passer le leur. L'administration fiscale française avait refusé il y a quelques années. Moi, ça m'avait étonné. J'avais discuté avec le patron de l'inspection des impôts belges. J'étais très très surpris, mais bon. Et le droit français permet de le faire aujourd'hui, simplement en combinant les incriminations et en travaillant en judiciaire. Mais ça veut dire qu'il faut que l'administration fiscale française accepte de se dessaisir tout de suite pour saisir la justice. Et c'est très embêtant. Guerre de service. Hein. Voilà, et puis vous savez que vous avez du verrou de Bercy où le procureur ne peut pas se saisir d'une enquête pour fraude fiscale si l'administration fiscale ne lui a pas donné l'autorisation. Enfin, voilà, donc après, on rentre dans des problèmes de querelle de service, mais si on veut être efficace
et limiter le montant des fraudes à la TVA sur les grosses fraudes, parce que la fraude d'un restaurateur, honnêtement, qui va faire un petit peu de blague, si vous me passez l'expression, c'est quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros. Mais c'est pas les grands réseaux d'escroquerie à la TVA. C'est pas l'affaire Blue Next. Je rappelle. C'est l'affaire Blue Next. L'affaire des quotas carbone. Je rappelle. Les quotas carbone, oui. Les quotas carbone en 2008-2009, en quelques mois. Les fraudeurs ont volé 5 milliards d'euros aux pays de l'Union européenne, dont 1,6 milliard en France, en l'espace de 6 mois, sur le marché des quotas carbone, sur les droits à polluer. Mais là, on était en face de réseaux d'escroquerie réels. Voilà, là, c'est plus du tout la même musique. Donc il faut savoir contre qui on veut taper. C'est vrai que si on veut taper sur le petit commerçant, oui, on va faire des petites procédures, et puis on va un petit peu serrer la vis. Quelque part, oui. À côté de ça, on a des vrais réseaux criminels sur lesquels... Et ça vaut pas le coup de s'attaquer peut-être aux petits commerçants, parce que l'enjeu n'en vaut peut-être pas là. Ça vaut toujours le coup. Ça vaut toujours le coup si on additionne tout. Mais voilà, si on va voir le coiffeur, l'épicier, ça vaut le coup de fermer le système, le cafetier, de faire en sorte que les gens respectent la loi. Alors justement, le gouvernement, il a décidé d'obliger les commerçants donc à s'équiper d'ici 2018, donc dans les 2 prochaines années, d'un logiciel antifraude justement à placer sur les caisses enregistreuses justement. Alors pour bien comprendre, on est allé à Créteil, c'est Laura Rossmann qui est allée chez Matt Bureau. Il est distributeur de caisses enregistreuses, comparatif avec entre l'ancien système et le nouveau, sans reportage. Sur la table, 2 caisses enregistreuses. À gauche, le modèle le plus ancien, très basique. Cédric Prost-Dumont, le co-gérant de Matt Bureau, nous explique son fonctionnement. Donc le client saisit directement le prix sur la touche, il réalise la vente, il a le sous-total en haut qui va apparaître. Donc vous avez un ticket client qui est sorti et vous n'aurez aucune trace des opérations qui ont été réalisées dans la journée, avec un détail dedans qui indique un numéro de facturation, un historique des produits vendus, la TVA qui a été réalisée et le mode de règlement du ticket en question. Sans détail, il est donc plus facile de frauder pour le commerçant. Une fraude à l'ancienne, assez classique. Pour une machine comme celle-ci, il faut compter 300 €. L'autre caisse coûte, elle, près de 3 000 €. Elle est plus sophistiquée. Écran tactile, format tablette numérique. Elle est surtout plus sécurisée, certifiée NF525. C'est la norme antifraude fiscale. Ça impose surtout aux commerçants de conserver un historique de ses ventes détaillé avec l'heure de passage du client, une numérotation automatique du ticket, donc une traçabilité un petit peu plus importante en fait, et avec un cryptage de fichiers pour pas que les utilisateurs ou les commerçants finaux puissent retravailler ces tickets comme bon leur semble. Pour les distributeurs, il est essentiel d'équiper les clients avec ce genre de caisse, au moins pour protéger leurs intérêts car les autorités veillent. Cédric Prost-Dumont. Le distributeur et l'éditeur est responsable des données qui sont présentes sur la caisse enregistreuse. Donc en cas de malversation, oui, là, on peut avoir des soucis. Aujourd'hui, Matt Bureau a équipé près de 1000 commerçants en Ile-de-France avec ses caisses enregistreuses nouvelle génération. Voilà le reportage de Laura Rossmann pour BFM Business pour les décodeurs de l'écho chez Matt Bureau à Créteil. C'est une nouvelle caisse enregistreuse, antifraude, sécurisée. Alain Fontaine, vous êtes restaurateur, vous représentez le Synorcal, syndicat professionnel. Vous connaissez toutes ces nouvelles caisses? Bien sûr. Alors déjà le premier exemple de caisse qu'on a vu disparaissent. On est à la préhistoire de la caisse enregistreuse. C'est très bien de nous présenter ça, mais pourquoi pas non plus la caisse avec levier? Ça commence à disparaître. Je veux dire, quand vous ouvrez un restaurant aujourd'hui, vous avez le deuxième modèle. Je veux dire, c'est pas... Quand on ouvre un restaurant, quand on ouvre un commerce, l'idée n'est pas de faire de l'évasion fiscale ou de faire de la fraude à la TVA. L'idée, c'est de faire rentrer des restaurants, de faire vivre votre famille, de faire vivre vos employés. Il faut bien comprendre ça. Et je pense que l'idée première d'un commerçant, que ce soit un charcutier, un boulanger ou un restaurateur, c'est d'avoir un système d'enregistrement qui soit bien. Parce qu'attention, nos clients nous demandent souvent des notes de frais, des choses comme ça. Il faut qu'on soit rapide. Moi, j'écris plus, ça fait très longtemps que je n'écris plus des notes de frais à la main. Ouais. J'ai la caisse, le deuxième modèle qu'on a vu. Matt Bureau étant mon fournisseur. Oui. C'est le hasard. Et donc j'ai plus qu'à taper sur un bouton. C'est terminé. J'entends bien. Je suis d'accord avec vous, Alain Fontaine, que quand on ouvre un restaurant, un bar, un café, on se dit pas le premier but, je vais frauder le fisc et je vais mettre de l'argent de côté. Bien sûr, quelque part, et arrêtons d'être comme naïfs. On sait très bien qu'il y a certaines pratiques, les commerçants, quand il y a du cash qui circule aussi, c'est tellement tentant. Il y a des charges qui pèsent sur les entreprises. Je ne vais pas justifier la fraude, c'est pas du tout ça ce que je suis en train de dire. Mais je discute avec des restaurateurs, je discute avec des cafetiers, bien entendu, et ils me disent tous, oui, on est étranglé de charges. Et bien parfois on va payer en liquide un serveur, parfois on va mettre un petit peu de côté de l'argent, on va pas tout déclarer. Oui, c'est normal, c'est naturel. Je dis pas que c'est bien, mais ça se fait.
ça peut se faire. Dire que ça ne se fait pas, ça serait... Ah bah non, là je ne crois pas pour le coup. Voilà, vous auriez raison. Ça se fait. Maintenant, dire que c'est une pratique extrêmement courante, et comme le dit monsieur, le magistrat fort justement, les petits commerçants, ça représente vraiment une petite portion de tout ce que vous avez dit. Par contre, c'est vrai que s'il y a un système, s'il y a une loi derrière, c'est très bien. Mais je reviens sur la coupe ciseaux dont vous parlez. Ce que j'appelle la coupe ciseaux, c'est d'un côté, il y a des charges sociales très importantes, des coûts. Je parle aussi, bien entendu, des contrôles, parce qu'on n'a pas que ça. Hein. On a parlé de l'accessibilité tout à l'heure, on a parlé des allergènes, on a parlé d'hygiène avec la proposition de mettre des smileys quand même sur les vitres rouge, orange, vert. On a plein de choses à penser, on a plein de choses à faire. Alors, quand vous avez une coupe ciseaux comme ça, il est possible que des gens qui soient étranglés, étouffés, se disent je vais me dégager un peu, j'ai besoin de ceci, de cela. On ne peut pas le nier. On est d'accord. Maintenant, faire passer tous les commerçants pour des voyous, je ne pense pas. Des gens qui essayent un peu de se débrouiller, c'est possible, on ne peut pas le nier. Ouais, bon, l'argent détourné, l'argent qui serait détourné, Charles Prats, Patrick Coquidet, il sert à quoi? Il sert à payer au noir certains serveurs, certains collaborateurs? On rentre dans le système de l'argent liquide, mais vous savez que c'est ma position, je l'ai déjà défendue sur cette antenne. Si vous voulez éradiquer le plus possible le travail au noir, la fraude à la TVA, et aussi vous attaquer à la criminalité, il y a un moment donné où enfin il va falloir donner les moyens aux services de contrôle de contrôler l'argent liquide, éventuellement à la circulation, et c'était le sens d'une proposition qui avait été faite en 2013, qui a été rejetée par l'actuel gouvernement. C'était des amendements qui avaient été déposés par des députés UMP et des sénateurs communistes, qui est de donner aux agents des douanes le pouvoir de demander à première réquisition l'origine légale des fonds, au-delà de 10 000 euros, quand on trouve quelqu'un sur le territoire national, pas simplement à la frontière, avec beaucoup d'argent sur lui. C'est une question de bon sens, et le jour où vous avez cette mesure qui est prise, forcément vous allez attaquer le travail au noir, la fraude à la TVA, en aval, pas en amont. Alors on peut les prendre en amont par des logiciels, par du travail d'enquête, etc. Mais il faut aussi le prendre en aval, tout simplement, quand on découvre des gens qui ont effectivement des sommes en liquide, soit pour payer des salariés, soit pour faire des dépenses, etc., qui ne pourront évidemment pas justifier de l'origine légale de ces fonds, et ben vous les saisissez et vous les sanctionnez. C'est juste de la logique. Alors effectivement, cet argent qui est sorti, qui vient de la fraude à la TVA, qui vient du travail au noir, est réinjecté soit pour payer des salariés qui eux-mêmes ne sont pas déclarés, soit pour acheter divers biens, après c'est des dépenses courantes, ou alors vous avez aussi des gens qui se retrouvent des fois avec des masses de billets et qui doivent faire de la contrebande d'espèces pour aller placer ça à l'étranger. Après c'est des systèmes qu'on connaît très bien, mais regardez, je vous donne l'exemple de chiffres sur le montant des sommes qui transitent par les frontières. En fait, vous avez tous les ans plus de 2 milliards d'euros qui sont déclarés à la douane, de gens qui rentrent et qui sortent avec des espèces, qui sont légalement déclarées. Je ne vous parle pas de l'argent qui est saisi en contrebande. Voilà. Ces sommes-là, personne ne pose la question de l'origine des fonds. Vous avez 2 milliards tous les ans qui se baladent comme ça et qui franchissent la frontière. Cet argent vient bien de quelque part. Ce n'est pas simplement les touristes saoudiens ou les touristes chinois qui viennent avec leur argent pour acheter des biens. Le fait qu'on ait augmenté, Patrick Coquidet, les taux de TVA ces dernières années, justement, de 7 à 10, pour certains, de 19,6 à 20. On a baissé aussi. Oui, on a baissé, bien sûr, le petit taux, le taux le plus bas. Est-ce que ça a encouragé ou pas la fraude à la TVA ou pas? À la marge, je pense. À la marge, d'accord. Alors, on parle de fraude fiscale. Monsieur le restaurateur parlait aussi de charges sociales. Il y a, importante. Il y a effectivement, à côté de la fraude fiscale, il y a la fraude sociale. Ce qu'on appelle. Alors, en gros, c'est effectivement le travail au noir. On ne paye pas les charges. Et puis, au total, je crois qu'il y avait une mission d'enquête de l'Assemblée en 2011, l'avait estimé à 30 milliards. C'est 25. Oui, voilà, c'est ça. La Cour des comptes a fait une dernière évaluation. C'est 25 milliards d'euros sur la fraude aux cotisations sociales. Voilà. En plus, il y a ensuite la fraude aux prestations, mais effectivement aux cotisations sociales, c'est quand même très important aussi. Bon, on va continuer dans un instant et on donnera la parole aussi à Marc Lolivier qui nous accompagne, bien silencieux. Il prépare ses arguments dans un instant parce que le gouvernement aussi veut s'attaquer à la fraude à la TVA chez les e-commerçants et plus uniquement chez les coiffeurs, les restaurateurs, les cafetiers, les buralistes et je ne sais quoi encore. Justement, il y a 160 000 sites marchands en France, un secteur qui pèse lourd, je vous le disais, presque 60 milliards d'euros, secteur heureux, secteur prospère. C'est Marc Lolivier qui fédère tout ce secteur. On va lui donner la parole dans un instant. Vous restez avec nous. Comment les fraudeurs à la TVA vont-ils passer à la caisse? C'est la question qu'on pose ce soir. Rendez-vous dans 2 minutes sur BFM Business. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho, et dans un quart d'heure, il sera 20h, on est en direct, peut-être vous nous suivez pendant la rediff de nuit, grand bien vous fasse, évidemment, tranquillement installé chez vous. On s'intéressera à YouTube. YouTube va-t-il devenir une chaîne de télé comme les autres? YouTube qui se professionnalise, il y a eu beaucoup d'actualités ce jeudi. En attendant, eh bien, on continue de parler de la fraude à la TVA, avec le gouvernement qui a décidé évidemment de taper fort contre les commerçants durs, et les forcer donc à s'équiper d'un logiciel anti-fraude. Mais pas que, Patrick Coquidet, puisque les e-commerçants, il y en a 160 000 sites marchands en France, hein, c'est énorme ce secteur, hein, justement, eh bien Bercy veut leur mettre la pression. Oui, alors là c'est une plus discrète, mais très importante, c'est effectivement totalement dans le viseur. Le problème c'est que Bercy dit, il y a un certain nombre de sites, bon, ils font payer la TVA à leurs clients, simplement ils oublient ensuite de la reverser à l'État. Et le problème du fisc, c'est que le fisc ne connaît pas forcément l'identité, le nom du propriétaire de ce site. Alors, comment on fait? Parce que contrôler quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quand même assez